Merci Camille. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous vous qui êtes connectés à distance. Avant de rentrer dans le sujet, je voulais vous remercier bien sûr de cette présence et vous remercier de votre confiance. Votre confiance, l'année 2022, qui s'est terminée pour nous le 31 décembre, a été une année très positive, avec simplement deux critères que je partage: notre capacité à accroître notre part de marché, environ 20%, je n'ai pas le chiffre précis en tête et on ne le donne pas. Le son étant moyen, je vais changer de place en même temps. J'ai vu ça dans le message. Et le deuxième, c'est le taux de renouvellement de nos clients. Et ça, c'est un critère important. On a aujourd'hui renouvelé, par rapport à un benchmark marché, on est supérieur de 8 points, et ce qui est énorme dans notre marché. Donc, merci à tous et à toutes de votre confiance, c'est un élément important. 2022, nouvelle acquisition avec une nouvelle offre qu'on rajoute sur la plateforme Data Fabric et le CDC, Change Data Capture. On avait pas mal de demandes. C'est un moment qu'on regardait et c'est dans notre portfolio. On a une base de clients installée avec cette acquisition et aujourd'hui pas mal de prospects, de clients qui sont intéressés. On fait pas mal de démonstrations et de POC. Donc, je vois une très belle tendance sur cet aspect. On travaille aussi beaucoup avec, bien sûr, Gartner, Forrester, et on profite de la vague ou des annonces qu'ils avaient lancées sur la constitution d'une plateforme de data management. L'intérêt d'avoir cette plateforme versus un agrégat de différentes solutions. Et la version, notre produit s'appelle Data Fabric, ils ont appelé ça la Data Fabric. C'est un élément très structurant, très important, et on voit les résultats positifs dans toutes les conversations qu'on peut avoir, aussi bien avec nos clients qu'avec nos prospects. Donc ça, c'est un élément aussi très important. Le dernier point, je voulais remercier tous nos partenaires qui interviennent avec nous. On a un très beau réseau de partenaires, bien formés. De gros efforts ont été faits depuis 2021-2022 pour suivre nos évolutions technologiques, notamment sur le cloud. On a des releases mensuelles, donc ça va assez vite. Donc un bel engagement de nos partenaires. Et c'est comme un beau mariage long terme. On espère le renforcer et l'accélérer. Donc, les grandes évolutions du marché, ce qu'on voit arriver, deux grandes familles d'évolutions et qu'on constate dans les appels d'offres. Après, je prendrai un peu plus de temps pour regarder les appels d'offres talents, ce à quoi on a répondu. Une accélération sur la transformation digitale, c'est-à-dire l'accès de la donnée par les métiers. Comment partager, comment travailler en équipe dans une entreprise et partager pour collecter l'intelligence collective autour de la donnée. On voit avec un certain nombre de data shopping, différentes notions qui seront abordées ensuite. Je ne vais pas les énumérer les unes après les autres. Et une deuxième tendance qui reste une tendance forte, c'est l'ajustement qui est fait par l'organisation informatique d'une entreprise pour répondre aux attentes du métier. Prendre en compte cette évolution de technologie, prendre en compte ces changements. Et on le voit aussi, des changements d'organisation légale. J'entends data sovereignty, de plus en plus on entend parler. Avez-vous une offre? Comment ça veut vous positionner? Comment est-ce que vous allez protéger les données? On a des questions qui arrivent. Et puis le dernier point qui me tient à cœur, c'est sur le CO2 optimisation, sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour aider nos clients à réduire leur footprint de CO2? Ces deux grandes tendances, on les voit aussi sur nos appels d'offres. L'année, je vous avais dit, j'ai pris des petites notes pour ne pas dire de bêtises, l'année 2023, 153 appels d'offres gérés. Donc, documents officiels, plus ou moins longs, c'est énorme. 153 appels d'offres. Sur 21% d'entre eux, on a été obligé de faire un non. On ne sait pas répondre et on a essayé d'expliquer à chaque fois à nos clients pourquoi on ne répondait pas, pourquoi leur appel d'offres ne correspondait pas aux capacités qu'on était capable d'offrir. Donc, ça nous donne des bonnes idées. On garde tout ça parce que on voit les tendances, les nouvelles demandes qui arrivent pour se préparer, soit développer en interne la fonctionnalité complémentaire, et s'il y a besoin un jour, acquérir une autre société pour pouvoir y répondre. 34% de ces 153 appels d'offres sont de notre métier traditionnel. L'ETL, on est connu associé au mot ETL. Et ça représente encore 34% de nos appels d'offres, traditionnellement gérés, lancés par les organisations informatiques.
Et ce qui est nouveau, la nouvelle tendance, c'est que 45% de nos appels d'offres prennent en compte ces deux axes de développement, c'est-à-dire la capacité à optimiser toute l'infrastructure IT pour manipuler la data, mais surtout la capacité à l'exposer aux différents métiers. Donc un changement dans notre façon de répondre, un changement dans notre capacité à démontrer les fonctionnalités de notre plateforme, un gros travail fait aussi par tous nos product marketing pour prendre en compte ces informations. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas tous les résultats gagnés, on a un beau taux de win, mais on a encore plein d'appels d'offres qui se termineront, excusez-moi de mon franglais, qui se termineront cette année. Mais sur ce marché où on était moins connu, on voit vraiment une belle progression et on est content et satisfait par l'acquisition de nouveaux clients, de compléter certains clients avec ces nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est vraiment les tendances que l'on voit arriver. Nos partenaires, on passe du temps pour les former pour qu'ils soient capables de nous accompagner dans cette transformation. Donc, la plateforme a des fonctionnalités. Beaucoup de choses vont apparaître. Il y a le prochain Parlons Data où là, on rentrera un peu plus dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais 4 grandes familles de fonctionnalités. Et on en parlera, si mes souvenirs sont bons, Camille, le 28 mars. Avant que je l'oublie, tu as vu? Je l'ai même dit en introduction, je le dirai en conclusion pour rappeler à tout. Donc, il me reste ma petite minute. Différents sujets, on a regroupé, donc par famille, et donc 3 intervenants. Charles, qui est le patron des Avantages France, Laurent, qui est le patron du Professional Services. Bonjour, welcome. Vous avez une belle place à côté de Camille. Pardon, je disais Laurent, et la dernière personne qui est Christophe Kuhn, qui lui va nous aborder le chapitre de la gouvernance, qui est un chapitre important quand on veut manipuler et exposer toutes ces datas au métier. Il faut bien les sécuriser. Donc voilà, j'ai présenté le support. Est-ce que tu lances ton questionnaire maintenant, plus tard? Je passe la main à Charles. Voilà, je peux passer la main à Charles. Merci de votre écoute. N'hésitez pas. De toute façon, je reste ici avec vous si vous avez des questions, un peu plus de détails, ou dans la discussion, n'hésitez pas. Je répondrai en temps réel. Merci. Merci Jacques de me passer la main. Donc pour rebondir un petit peu sur les propos de Jacques, bon, il y a plusieurs tendances, hein, nous qu'on commence à voir apparaître dans les appels d'offres qui peuvent être plus ou moins fortes. Hein. Ça peut dépendre aussi parfois des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où par exemple le Green IT est plus important. Je vais quand même en reprendre 3, moi, qui me paraissent importantes parce qu'elles tirent en fait des sujets IT qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus structurels. Déjà, cette notion de data shopping, data sub-product, cette volonté en fait qu'ont les organisations de pouvoir mettre à disposition des portails web, on va dire, dans lesquels on peut venir piocher différents datasets, les manipuler par soi-même, les utiliser pour ses propres reports. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître. Et en sous-jacent, il y a cette notion justement de lake house, de data lake, de data warehouse. Donc, c'est la question numéro 2 sur comment aujourd'hui dans votre organisation sont rangées vos données. Est-ce que vous êtes encore sur un mode traditionnel de data warehouse, cloud, même encore une prémisse, ou sur un mode data lake, ou les deux. Et quand on parle des deux, souvent on parle de ce qu'on appelle un lake house. C'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus en marketing, on va dire. C'est des notions qui sont poussées par Databricks, qui vient plutôt du data lake. C'est des notions qui sont poussées aussi quelque part par Snowflake, qui vient plutôt du data warehouse. Et c'est des notions aussi qui sont poussées par AWS, par Azure et par Google, puisqu'ils proposent en fait dans leur panoplie de services la capacité à faire du stockage, à faire du compute et à mixer en fait des environnements très très variés. Donc, ça, c'est vraiment une notion forte qu'on voit apparaître. Deuxième point dont Jacques a parlé, c'est tout ce qui tourne autour de la souveraineté des données, pour rester français. Alors, au niveau du droit et des lois, ça va continuer à aller encore plus loin. Alors, l'Europe est un peu précurseur, mais il y a beaucoup d'autres pays qui commencent à s'y mettre aussi. Ça peut devenir aujourd'hui des casse-têtes pour certains DSI. Là, encore une fois, tout ce qui est compliance, sécurité et légal, en sous-jacent, il y a ces architectures cloud, ces architectures hybrides,
où est stockée la donnée, où est consommée la donnée, où est processée la donnée. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont assez majeurs et dans les appels d'offres, c'est souvent très, très structurel et il faut apporter des réponses là-dessus. Donc, dans le rendez-vous du 28 mars, on développera un petit peu mieux quelle est la réponse de Talent par rapport à ça. Et puis le dernier thème qui est très très important, qui rejoint un petit peu le data shopping, mais de toute façon c'est Laurent et Christophe qui en parleront mieux que moi, c'est les notions autour du self-service et de la data gouvernance. Clairement, aujourd'hui, il n'y a plus un appel d'offres où on nous parle uniquement d'ingestion et d'intégrer de la donnée, de la mettre en qualité. Il y a toujours un volet, la mettre à disposition pour des utilisateurs, soit par le biais de choses traditionnelles, du reporting, mais aussi de plus en plus par du self-service. Et ça veut dire accéder à de la donnée sans forcément connaissance technique avec des outils du quotidien. Et donc, entre la promesse et la mise en œuvre, il y a toujours une différence, mais ça, en tout cas, c'est vraiment bien marqué dans nos appels d'offres. Alors, je vois qu'au niveau des retours sur les questions cloud, multi-cloud, on-prem et hybride, quelle est la tendance? Donc, plutôt hybride. J'ai d'ailleurs 100% des réponses qui sont sur la partie hybride. Alors, effectivement, c'est vrai. Je ne vois pas un seul appel d'offres où on me parle vraiment d'architecture ou de système d'information existant qui est full cloud. Ça, c'est possible dans des startups, hein, mais des entreprises qui existent depuis plusieurs années, elles sont souvent très, très hybrides. J'irais même encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de l'hybride tout en faisant aussi potentiellement du multi-cloud. Pourquoi est-ce qu'on nous demande ça? C'est parce qu'aujourd'hui aussi, de plus en plus, les organisations, dans leurs appels d'offres, nous demandent de chiffrer les produits talent, de chiffrer la mise en œuvre avec nos partenaires, de chiffrer aussi notre professional services, mais ils nous demandent aussi de chiffrer les architectures. Et en chiffrant les architectures, de se dire, bah, tiens, cette architecture plutôt IA, est-ce qu'on n'irait pas la faire chez un Google? Cette architecture plutôt stockage, est-ce qu'on n'irait pas la faire chez un AWS? Et cette architecture plutôt opérationnelle historique, on n'irait pas la faire chez Microsoft. Et donc, on voit aussi apparaître de plus en plus des notions de FinOps. Donc ça a commencé, mais ça va être de plus en plus fort, je pense, aujourd'hui dans nos appels d'offres et dans les stratégies des entreprises. Et donc, ça veut dire avoir une réponse en termes de capacité hybride, multi-cloud, aller chercher le meilleur service, le meilleur rapport qualité-prix, en fait, quelque part du service, et de pouvoir aller le piocher aussi bien chez AWS que chez Google que chez Azure. Et pour faire ça, il faut forcément avoir au milieu une plateforme qui soit interopérable avec tous ces cloud providers. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Pour la deuxième question, comment sont rangées vos données? Donc, Cloud Data Lake, je ne vois pas de réponse. Cloud Data Warehouse, je vois 40% de réponses et les deux avec 60% de réponses. Ça, effectivement, c'est une notion forte qu'on a vue. Alors, ça fait partie des éléments aussi de vision qu'on a, nous, côté talent et donc côté produit, hein, pour porter les innovations. C'est une fusion des deux concepts. Le concept du data warehouse, ça fait très longtemps que ça existe. Ça a été très bien écrit, documenté, même d'un point de vue universitaire. Les data lakes aussi, ça a été assez bien documenté d'un point de vue universitaire. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est une fusion des deux concepts. Alors, une fusion des deux concepts, on a à peu près toujours les mêmes choses, en fait, des deux côtés, hein, 3 étages. Mais on voit un mix de certains étages entre ce qui était bien du côté du data warehouse et ce qui était très, très bien du côté du data lake. Un exemple, le data lake qui permet de stocker tout, de la donnée structurée, non structurée, semi-structurée, de la vidéo. Ça, on a plutôt gardé les concepts du data lake. Par contre, les couches un petit peu raffinées, on commence à préparer la donnée, la mettre en qualité, ou les couches un petit peu de business layer, ça, c'est plutôt des concepts qui sont très, très bien faits du côté du data warehouse. Donc, on est en train de mixer ça. On rajoute à ça la capacité de compute. Ça, c'était plutôt côté data lake, ce côté native processing, scalable, en mode distribué. Ce n'était pas des choses qui existaient dans le monde du data warehouse historique, Oracle MS SQL. Ça a été apporté par Snowflake avec des capacités de compute et de calcul. Et clairement, voilà, on voit une fusion là-dessus. Et très souvent, cet objet-là, qui sera le Lakehouse demain, il va porter une grande partie des datasets et des assets data de l'organisation pour arriver derrière à des notions de data shopping, de portail de la data dans lequel on va pouvoir venir piocher des éléments. Tout en n'oubliant pas que même dans une organisation très fédérée, très gouvernée, le data lake qui concentre un certain nombre d'assets, mais il y aura toujours des silos de données qui seront à droite, à gauche, qu'il va falloir aller parfois piocher pour pouvoir faire des analyses en lien avec des données qui seraient aussi côté data lake. Donc, je suis à peu près à 7 minutes. Je pense qu'il doit me rester 2-3 minutes pour pouvoir faire la transition avec Laurent. Donc voilà, deux éléments quand même assez clés. Donc tout ce qui est cloud, multi-cloud, on-prem, hybride, les tendances, c'est de l'hybride clairement, c'est de l'hybride avec du multi-cloud.
Et puis, sur la partie stockage des données, processing et utilisation, le lakehouse, clairement, ça va être quelque chose dont on va entendre parler là, pour les prochaines années et toutes les organisations vont y aller. Pourquoi aussi, pourquoi c'est porter ces sujets-là. C'est parce que cette tendance forte, c'est une source principale pour fournir des datas comme des produits. Donc, en gros, le lakehouse, il va être un peu la plateforme logistique qui permet à une organisation entreprise de faire la mise en rayon pour rendre disponibles ces datas, comme dans un magasin, comme dans un produit, et où l'utilisateur va pouvoir acheter ses produits finis, mais qui pourraient être vus comme quelque part des ingrédients qu'il va ensuite pouvoir ramener chez lui quelque part pour faire sa propre recette, sa propre tambouille, en fait, sa propre cuisine, pour faire ses analyses et pour répondre à des besoins de data analyst ou même à carrément des business users de plus en plus aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie tendance. Donc ça, c'est des réponses qu'on souhaite apporter avec Inventory, par exemple. Et donc, je vais laisser ce point-là, surtout pour la partie un petit peu self-service, data as a product, à Laurent. Et puis, bien sûr, il faut que ce soit gouverné tout ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi Christophe Thun est présent avec nous sur les parties cataloguing de données, lineage, d'où vient la donnée, comment elle a été processée, est-ce qu'elle a respecté un certain nombre de processus de certification pour des contraintes réglementaires, pour des contraintes GDPR, pour la data sovereignty aussi. Donc, Laurent, je te passe la main sur cette partie plutôt self-service. Merci Charles. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je dois me déplacer? Alors je pense que dans la salle, je ne suis pas vraiment pour la salle, j'espère que vous m'entendez. Tu m'entends bien Charles? Ouais. Ok, bon, alors je vais imaginer que tout le monde m'entend bien. Donc merci pour la transition. Alors, Data as a Product, j'imagine que vous avez tous entendu parler en moins de ce terme-là. Alors, on entend parler depuis le milieu des années 2010, le DAMA l'a introduit. Mais sans vraiment définir avoir une vraie définition très claire, très structurée. Et on l'entend clairement depuis 2020-2021 avec l'approche Data Mesh qui, pour le coup, apporte une définition très précise de Data as a Product. Et parce que finalement, Data Mesh, Data as a Product, c'est un des 4 piliers, les 3 autres étant la décentralisation et la responsabilisation des domaines métiers. Le portail self-service, Charles en a parlé juste avant, et avoir une gouvernance fédérée. Donc, je laisserai, comme a dit Charles, Christophe parler à propos de la gouvernance globalement. Data as a Product, clairement, c'est l'élément structurant pour le portail self-service. Si on reprend un peu la définition, c'est si on compare Data as a Product par rapport aux évolutions du marché, la façon dont on a traité la data, si on repart depuis le début, vous imaginez on gère la donnée brute, on fait une comparaison par rapport à un programme IT. Alors, gérer de la donnée brute, on est au courant de comment on gère la donnée, comment on la crée. Finalement, on est plutôt sur du shadow IT. J'ai mes fichiers Excel, je sais moi qui les produis, je sais comment l'utiliser. Ça, j'ai pas de problème. Après, on a utilisé toutes ces données brutes pour essayer de les transformer, les adapter à un usage bien particulier. Vous savez très bien d'où ça vient, c'est il y a longtemps, et Talend est très fort là-dessus. Le TL, pour ajouter de la transformation, préparer la donnée pour qu'elle soit prête à être consommée pour un usage particulier. L'évolution après, ça va être de voir la data as an asset. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai collecté la donnée, mais je connais, je sais comment la gérer. Je veux qu'elle soit prête pour que des gens qui sont data engineers, data analysts, qui sont capables d'utiliser cette donnée parce qu'ils connaissent ce domaine et qui vont pouvoir la consommer. Data as a Product, c'est encore l'évolution d'après, où en gros, la donnée, elle doit être prête pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Ce ne sont pas forcément, tout le monde n'est pas un expert dans le domaine métier. Pourtant, certaines données de l'entreprise sont importantes pour prendre certaines décisions et elles doivent être consommables, disponibles pour ces personnes-là. Donc en fait, on inverse un peu la logique de tout ce qu'on vient de dire avant, où on s'est vraiment focalisé sur des process de producteurs. Parce que là, tout ce que j'ai dit avant comme programme, c'était plutôt vraiment, c'est moi qui produis, comment je fais pour produire ça. On inverse ça pour se mettre finalement dans les habits du consommateur. Et c'est pour ça qu'on parle de produits. Si on fait une analogie avec les produits de consommation, nous tous pour la grande distribution, en fait, on sait globalement qu'il y a des régulations qui existent. Quand vous allez acheter un médicament, vous savez qu'il y a une autorisation de mise sur le marché. Pareil pour les jouets, pour les enfants, vous savez qu'il y a des normes CE. Si je vous demande à tous, est-ce que vous connaissez exactement quel est le process pour mettre en place la réglementation, vous allez, sauf si quelqu'un est un expert dans les médicaments ou les jouets dans cette salle, vous n'allez pas me dire oui, je connais exactement quelles sont toutes les règles à appliquer. Par contre, vous faites confiance dans ces règles parce que vous savez qu'elles existent et vous savez qu'en tant que consommateur,
elles ont été appliquées et vous savez que vous pouvez du coup consommer ce produit en connaissance de cause. C'est pareil pour la data as a product. Il faut être capable de pouvoir, en tant que consommateur du produit, pouvoir consommer ce produit avec toutes les réglementations nécessaires. Et on peut imaginer qu'il y a pas mal de réglementations autour de la data. Toute la compliance, les règles de GDPR, etc., etc. En tant que consommateur, je dois savoir que je suis capable d'utiliser cette donnée parce que j'ai son contexte d'utilisation. Donc, j'ai le droit de l'utiliser de façon un peu self-service et d'avoir une compréhension intuitive de ce que je suis en train de consommer. Ça veut dire aussi que tous les produits ne sont pas bons à être publiés. En tant que producteur, si j'inverse, il faut que ça réponde à un besoin et aussi en tant que consommateur et donc producteur, quelque part, il y a un niveau de qualité essentiel. De la même façon qu'aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose dans un magasin, vous attendez à avoir un certain niveau de qualité dans un produit. C'est exactement pareil pour Data as a Product. Mais du coup, ça entraîne des contraintes. Pour atteindre tous ces objectifs-là, encore une fois en tant que producteur, il faut être capable d'identifier quels sont les datasets éligibles à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, est-ce que ça répond à un besoin, est-ce que c'est des données de qualité. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous avez déjà une initiative sur votre data lake, data warehouse, tous les golden records que vous avez, ils ne sont peut-être pas tous éligibles à pouvoir être publiés. Et il faut du coup aussi penser à l'expérience utilisateur. S'assurer qu'ils comprennent, qu'ils ont confiance dans cette donnée et que du coup, l'utilisateur final, il aura de la qualité attendue. Et in fine, et ça Christophe pourra aussi en parler juste après, c'est être sûr que les politiques de l'entreprise sont appliquées. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents process, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être mis en place, une stratégie. Nous, en tant que consommateurs, on doit juste être sûr que toutes ces politiques de l'entreprise ont été appliquées et qu'on est capable d'utiliser la donnée dans ce contexte-là. Donc, du coup, en conclusion, alors, je ne sais pas si je n'ai pas vu la réponse à la question, si vous avez... Ah, c'est gentil. Alors, est-ce que vous avez une démarche non à 100%? Alors, du coup, finalement, peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. Bon, je vais passer tout de suite la main. Non, je rigole. Oui, du coup, je pense que Data as a Product, il faut le voir comme une approche qui nécessite de se positionner en tant que consommateur, mais pour le producteur, il faut le voir se mettre dans les chaussures du consommateur et imaginer comment le consommateur va pouvoir consommer cette donnée que je dois mettre à disposition. Le but ici, c'est vraiment de déléguer une partie de la compétence au consommateur et de pouvoir être moins dépendant d'avoir de l'IT, des personnes qui connaissent la data d'un point de vue business et que tous les collaborateurs de l'entreprise puissent prendre des bonnes décisions basées sur la data, donc des décisions de qualité et où ils ont confiance pour avoir des meilleures prédictions. Ça, c'est hyper important. Donc, si je vois qu'il n'y a pas vraiment de demande de Data as a Product, la question que je pourrais poser, alors je ne sais pas si on les pose maintenant, ouais, et mettre là, si quelqu'un a envie de parler autour des retours sur est-ce que dans vos entreprises, les collaborateurs, ils n'ont pas des demandes de consommer la donnée de façon plus autonome? Ça, c'est une première question. Parce que même si vous n'avez pas de Data as a Product comme initiative aujourd'hui dans votre entreprise, voilà, ma première question, ce serait de savoir est-ce qu'il y a des demandes internes qui disent je veux avoir une mise à disposition de la donnée parce que dans le cadre de mon travail, j'en ai besoin, même si je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Ou autour de la salle. Hein, je ne sais pas si tu peux le libérer. Alors, vous avez tous le micro qui est accessible, hein, vous pouvez juste le décocher en bas de votre écran si vous voulez prendre la parole. Répondez pas tous en même temps. Alors, pour peut-être un peu lancer la discussion sur d'autres sujets autour de ça, c'est est-ce que vous avez une approche aussi pour se casser les silos IT? Parce que du coup, entre le silo IT et le business, ça peut être aussi une initiative Data as a Product pour pouvoir réussir à déléguer plus cette compétence, cette compréhension des data au sein de votre entreprise. Est-ce que vous avez ce genre de choses de votre côté? Pas de retour d'expérience sur la mise à disposition des données dans vos entreprises? Pas de succès? Alors, notre expérience, c'est qu'on s'applique, on travaille avec Talent chez Talent justement pour améliorer la qualité de nos données. On se rend compte de toutes les difficultés que vous vivez tous les jours.
tous ensemble en l'utilisant. Néanmoins, ça nous permet d'être un peu plus pertinent quand on vient en discuter. Tout le travail qui a été fait depuis maintenant 18 mois, on a la chance d'avoir vraiment des experts dans tous les pays. On a cumulé toute cette expérience pour arriver à une maturité où on est capable d'avoir une offre d'accompagnement sur notre plateforme. On a des outils, il y a aussi toute la méthodologie. À un moment, Charles citait DataMesh. DataMesh n'est pas un produit, plus un concept dans une mise à disposition d'informations. En prenant toutes les expériences, tous les travaux qu'on a pu faire au travers le monde avec différents clients, on a synthétisé tous ces éléments, c'est ce qu'on met à disposition. Donc, une proposition aussi valable qu'on avait déjà faite, on a reçu 10 de nos clients l'année dernière dans nos locaux. Vous avez vu ceux qui sont, et celles qui sont ici, on a la capacité pour vous accueillir, pour faire des workshops toute la journée. Donc, on parle, bien sûr, il y a l'infrastructure, il y a le produit, il y a l'évolution, sa roadmap, mais c'est aussi comment et quelle méthodologie devrais-je employer pour implémenter des nouveaux temps. Et ça, c'est valable pour l'ensemble de nos clients, si vous pouvez le mettre en place. On le fait ici, ça nous permet comme ça de prévenir les différentes personnes des différentes équipes, d'être à disposition, donc ils sont au bureau. On peut demander à un product manager de venir expliquer la roadmap un peu plus de détails pour répondre, voire à la R&D qui est juste au-dessus. Donc on a cette capacité à faire ce genre de présentation. Ça vous permet, si vous êtes plusieurs dans l'équipe, de continuer à discuter et autour du produit, notamment si vous avez déjà talent, et de regarder par rapport à la roadmap, de séquencer ce qui vous manque, ce que vous devriez faire pour atteindre des objectifs. Donc, proposition aussi valable. Là, on a 2 sessions janvier. Pas de problème. Pas janvier, mais là, on a 2 sessions avec le client en février-mars, mais on peut en faire plusieurs. À votre disposition, n'hésitez pas à en abuser. En plus, on a un bon chef cuisinier. Voilà, c'est très amical et pertinent de le faire. Voilà, désolé de t'avoir coupé, mon cher Laurent. Bien fait. C'est que je suis bavard. Je ne t'ai pas coupé derrière. Oui, du coup, à la limite, pour conclure, sauf si quelqu'un a quelque chose à partager sur comment vous mettez, vous pouvez réfléchir à ces questions-là, c'est comment je donne plus d'autonomie à mes utilisateurs dans mon entreprise sur la donnée. Data as a Product est un moyen potentiellement, surtout avec le self-service, et comme on l'a dit avant avec Charles, et aussi avec Jacques, clairement il y a d'autres initiatives possibles, c'est une façon, mais le vrai sujet c'est ça, c'est donner plus d'autonomie. Donc aujourd'hui je pense que la vraie question est là, c'est comment vous donnez aujourd'hui de l'autonomie à votre entreprise. Si vous avez des questions autour de ça, savoir quelles sont les différentes méthodes, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus. Mais forcément, pour donner plus d'autonomie, faut, comme je l'ai dit, avoir de la gouvernance. Et pour ça, je vais laisser la main à mon ami Christophe qui va nous parler un peu plus de gouvernance. Je viens de me rendre compte depuis tout à l'heure, je n'avais pas la caméra. Alors, ce n'est pas que je voulais me cacher, c'est que je ne m'en étais pas rendu compte. Désolé à tous. Merci Laurent. Oui, effectivement, je vais parler d'autonomie, mais je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on parle d'autonomie, on parle de confiance. Alors, je suis sûr que vous avez déjà utilisé cette expression. La confiance n'exclut pas le contrôle. Si vous avez des enfants, je suis sûr que ça vous parle. C'est exactement le cas aussi pour la donnée. Si on veut avoir suffisamment de démocratisation de la donnée, pour que les professionnels en dehors de l'IT soient suffisamment autonomes avec la donnée, ce n'est pas possible sans gouvernance. Alors, il y a 2 semaines, on était dans notre événement annuel. Il y a eu la présentation de cas clients. C'était très centré sur le client, un peu comme tous les ans, mais j'ai trouvé encore plus cette année. Et il y a eu aussi l'intervention de Stuart Bond, qui est l'analyste d'IDC, qui est le VP responsable de la partie data intégration et analytique BI. Et ce qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, je pense que c'est une assez bonne introduction pour cette partie, c'est les grandes priorités des entreprises dans 2023. Donc, ils ont fait quand même un sondage assez conséquent. Et ce qu'on retrouvait, c'était notamment rendre la data plus rapidement accessible. Donc, elle doit circuler plus vite, être plus facilement accessible. Augmenter la productivité du staff, c'est-à-dire réduire le cycle d'accès et de compréhension de la donnée.
Et puis, il y avait aussi mettre du contexte sur la donnée, c'est-à-dire capturer la connaissance métier qui est parfois dans le cerveau un certain nombre de sachants, mais pas forcément de tout le monde. Et alors, évidemment, sous forme exploitable, donc de classification, de taxonomie, de documentation, label, tagging, scoring, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une vraie demande pour démocratiser cette donnée. Il y a de plus en plus de demandes des professionnels en dehors de l'IT pour avoir accès à la data. Alors, en tant que product manager, moi-même, je suis bien placé pour le savoir parce que je passe mon temps à dire à tout le monde, mais donne-moi la data. Je veux savoir ce que les clients consomment, comment ils utilisent nos produits. J'embête suffisamment tout le monde pour avoir les datas. Si je pouvais les avoir directement et ne pas être dépendant d'un rapport qu'on a bien voulu me donner, eh ben, j'aimerais bien le faire. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la data devient de plus en plus de consommation courante. Alors, j'aime bien l'analogie qu'a pris Laurent tout à l'heure, je vais la reprendre aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'on utilise dans le monde réel pour tout ce qui est de consommation courante? Il y a la sécurité, donc par exemple la sécurité sanitaire avec les autorisations de mise sur le marché, comme l'a dit tout à l'heure Laurent. La traçabilité, alors des aliments, hein, on voit maintenant quand on va dans un restaurant, on voit d'où vient, je sais pas, la viande, etc. C'est pas simple hein, parce que les chaînes sont très complexes. Et pour la data, c'est la même chose. Et des taxonomies, des scores qui peuvent être des scores officiels, comme le Nutri-Score par exemple. Alors Talend, nous, on a créé un score aussi qui est pour le Trust Score pour pouvoir permettre aux utilisateurs de faire un petit peu pareil avec le Nutri-Score mais version data. Il y a des scores de facto, un peu comme l'application Yuka. Il y a des labels définis par des experts avec des cahiers des charges à respecter et puis des contrôles derrière. Et puis des revues d'experts, mais aussi des avis d'autres consommateurs. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la consommation courante de produits et de services. Bah, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer sur la data. Alors, pour revenir sur le sondage IDC, bah, qu'est-ce qu'ils ont cité comme étant les grandes priorités en 2023? Bah, alors, sans surprise, on retrouve cette analogie. Un, sécurité de la data. Alors, il y a aussi là-dedans la compliance et la privacy. C'est beaucoup d'anglicisme, tout ça, j'espère que vous me comprenez, mais effectivement, c'est RGPD notamment. L'amélioration de la confiance dans les data. Donc là, on voit bien que le Trust Score va avoir une vraie utilité. Alors, ce qu'on appelle la gouvernance en particulier, c'est-à-dire en gros, qui est le honneur, qui contribue quoi, qui dépend de quoi, quand, quelles sont les règles, quels sont les process, etc., les workflows. Et puis, le quatrième point, c'était diminuer les exceptions liées aux problèmes de data quality. Donc, voilà ce qu'on a entendu de la bouche d'IDC sur un rapport qui n'est pas encore sorti, mais vous le verrez bientôt. Du coup, on s'est demandé, et vous en êtes où dans la démocratisation de la data? Alors, j'ai vu qu'il y a des réponses qui ont été données. J'ai vu la petite fenêtre, mais elle a disparu. Alors, je sais pas quand ah, si, la voilà, merci. Et on vous a donné quatre réponses possibles. Donc, est-ce que vous êtes au tout début? La première étape, c'est souvent essayer d'impliquer les owners de la donnée. D'ailleurs, ce n'est pas facile parce que bien souvent, ils disent, mais alors, qu'est-ce que j'y gagne, moi? C'est difficile d'impliquer les sachants sur la donnée, qui sont bien souvent dans les métiers. En fait, il y a une espèce de boucle de rétroaction où en fait, les owners vont contribuer leurs connaissances, vont contribuer à mettre en place une forme de gouvernance, et quelque part, ils vont aussi retrouver un intérêt. D'ailleurs, on avait créé à une époque, je me souviens chez Talend, les data heroes, les héros de la data. Et quelque part, c'est aussi un moyen de valoriser cette connaissance de la part des data owners. Alors, je vois que effectivement, le 40% des réponses, hein, c'est sur la définition des honneurs et sur le début du processus. Alors, peut-être on pourra échanger juste après sur quelles sont les méthodologies que vous avez employées pour faire ça, comment vous avez réussi à surmonter cette espèce de suspicion parfois des data owners de contribuer à cette gouvernance. Quelle technologie vous avez employée? Est-ce que vous avez employé un catalogue pour le faire? Deuxièmement, à la phase d'identification et de cartographie des données, là, pour le coup, on va pouvoir parler un petit peu de technologie. Quelle technologie vous avez employée? Est-ce que c'est un catalogue? Est-ce que c'est entièrement automatisé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités manuelles pour pouvoir alimenter sur cette identification et cette cartographie? 60%, vous en êtes là déjà. Au milieu, c'est compliqué. Alors, apparemment, personne est au milieu. Alors, peut-être parce que vous n'êtes pas encore là. J'aimerais bien savoir si vous trouvez quand même compliqué déjà lors de vos deux premières étapes.
premières étapes. Et puis, est-ce que vous êtes déjà à maturité sur la gouvernance des data et la démocratisation des data? Personne ne l'est. Alors, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un meeting d'un de nos clients qui témoignait sur son utilisation de Talent Data Catalog et qui a utilisé cette phrase que j'ai adorée, qui a dit: la data gouvernance, ce n'est pas un projet, c'est un voyage. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, ce n'est même pas un voyage qui se termine, c'est un voyage qui n'a jamais de fin. Alors, j'ai beaucoup aimé cette façon de présenter les choses et c'est vrai que c'est un peu ça. Alors, peut-être qu'on peut échanger davantage sur ces 4 points. J'aimerais bien savoir déjà qui peut partager d'où est arrivé le besoin et quelle a été la démarche pour pouvoir commencer à mettre en place ces premières étapes de mise en œuvre, typiquement la définition des honneurs, la cartographie, le lignage, etc. Donc, comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé du métier? Est-ce que c'est arrivé de l'analytique? Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous la façon dont le besoin est arrivé? Est-ce que c'est arrivé par la compliance? Est-ce que c'est arrivé par la cybersécurité? Voilà, je vous donne un certain nombre de pistes. Peut-être vous pouvez, si quelqu'un est assez aventureux pour répondre, ça serait formidable. Je pourrais répondre. Moi, Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous entendez, Charles? Parler un peu plus fort. Nous, c'est simple, c'est parce qu'on a recruté un responsable data gouvernance. Donc, non, il a été recruté parce qu'il y avait un besoin ou... Ouais, je pense qu'il y avait toujours il n'y avait pas le poste de responsable data gouvernance. On avait peut-être des soucis pour justement identifier, cadrer le process de la qualité de données. On avait beaucoup de problèmes de qualité de données. Je pense que c'est vrai que c'est pas au hasard. Donc on l'a recruté pour des besoins. Le besoin, c'est vraiment de découvrir qui sont identifiés, qui sont des data owners, de mettre des process, de commencer. C'est pour ça, nous, première étape, on est vraiment dans la première étape, c'est de mettre en place un data catalogue. Et voilà, ça démarre et on commence on ne trouve pas encore le résultat parce que ça démarre, mais on espère que ça va. Et pas forcément avec Talent, par contre, nous, on n'est pas. Je ne vais pas dire le concurrent, mais non, on travaille avec Talent pour la partie data. D'accord. Et cette équipe de gouvernance, elle reporte plutôt à l'IT, plutôt au métier, plutôt à une autre personne? Plus IT, mais on peut dire on collabore plus avec les métiers, mais c'est vraiment au côté IT. D'accord. Et juste la première phase du projet, c'est plus collecte de données dites IT, ou structuration pour pouvoir l'exposer, ou vous partez du besoin métier, puis après vous allez enchaîner. En fait, ça part de l'existant. Ça part des data warehouses qui sont existants, des données sur lesquelles on travaille, avec les problématiques existantes. Donc, mais la démarche, vraiment, elle démarre de chez nous, parce que je pense qu'il y a une acculturation à la donnée qui est en train de se faire. Et cette acculturation, elle concerne tout le monde. Elle concerne les métiers, elle nous concerne nous aussi, côté IT. Très bien, merci beaucoup. Et dans cette identification des data owners, est-ce que c'est fait, est-ce qu'on identifie un petit peu de façon un peu, comment dire, pas autoritaire, mais j'essaie de trouver mes mots, je ne trouve pas. Mais on dit, voilà, bon, toi, tu es data owner de tel domaine parce que tu es connu pour ça, etc. Ou est-ce qu'il y a une implication? Est-ce que vous arrivez à impliquer les personnes? Est-ce que vous arrivez à susciter un intérêt pour eux de le faire? Alors, je pense que les métiers ne sont pas les mêmes, mais ils ne sont pas tous le même profil. Il y a des personnes qui se basent à 100% sur la donnée, sur le self-service, sur le data warehouse, etc. Et même si des fois c'est des directeurs, ils sont très impliqués, ils veulent à tout prix que ça réussisse, donc ils participent, mais ils ne savent pas comment. Donc c'est pour ça qu'il y a le rôle de la data gouvernance pour essayer de les aider à orienter leurs demandes et à les impliquer. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins impliqués, mais ils ne savent pas qu'ils sont des data owners. Et ces gens-là, il faut les identifier
Après, je pense qu'il doit y avoir aussi une stratégie d'entreprise et des personnes, comment dire, sponsors qui essayent d'attirer tout le monde vers le besoin et essayer de les, comment dire, c'est pas de les convaincre, mais plutôt de les sensibiliser en fait par rapport à leurs besoins, parce que s'ils sont appliqués, s'ils sont des data owners, et on justement parlé de data mesh, je trouvais logique parce que à ce jour, on a eu beaucoup de problèmes de qualité de données, mais pas seulement, je ne parle pas de mon expérience de maintenant, je parle de mon expérience dans la data en général, c'est qu'on avait toujours eu tendance à essayer de corriger la donnée, de mettre beaucoup de règles de gestion côté IT, alors que je trouve qu'avec la notion de data mesh et de product data, d'un produit, la responsabilité, elle est partagée. Et donc, il y a une bonne partie, en fait, de traitement de la donnée, de la mettre en qualité, qui doit se faire au niveau du métier ou de l'application, parce que quand je parle de métier, c'est l'application aussi source. C'est que si on fait cette démarche-là, ça veut dire qu'on aura moins de travail côté IT et ça va permettre d'avoir une donnée certifiée, entre parenthèses, où tout le monde a participé, métier et IT en même temps. Ouais. D'autant plus que la data quality, c'est quand même assez fonctionnel, quoi. C'est-à-dire les règles. Il y a de la data quality un peu technique, Oui, mais il y a une bonne partie de la data quality qui sont liées à des règles métiers. Métier, exactement. On a fait ce constat aussi, effectivement. Une fois, j'ai parlé je pense que c'était un telco au Royaume-Uni, et on parlait de data quality, et au bout d'un moment, c'était quelqu'un de l'IT qui me dit, mais au fait, la data quality, c'est pas moi. Il faut que vous alliez parler au métier. Alors, ça m'avait interpellé à l'époque, mais en fait, je comprends que de plus en plus, effectivement, cette responsabilité partagée sur la data quality et cette demande aussi d'autonomie se conjuguent pour que, en fait, la data quality devienne de plus en plus à la main, finalement, des gens qui ont le contexte pour déterminer les règles de data quality. On a fait ce constat-là aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que dans nos produits, on va de plus en plus vers la démocratisation de la data quality, jusqu'à des fonctionnalités, même no-code, pour permettre à des utilisateurs non techniques de définir des règles de data quality. Et ça, c'est une demande de plus en plus forte de la part des clients. Je ne sais pas si c'est quelque chose que l'assistance de ce webinaire et de l'assistance en présentiel partage. Mais c'est quelque chose qu'on a constaté. Donc, il y a une démocratisation de la data quality aussi, finalement. D'autres questions? Non. Je voyais sur la gouvernance, pour revenir, tu disais ce changement de périmètre. Nous avons travaillé, ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on a l'offre catalogue dans notre portfolio. Et on était très axé au début sur les données commerciales des entreprises, pour être GDPR compliant, pour pouvoir gérer une anonymisation. Aujourd'hui, on a plusieurs clients dans le monde industriel qui utilisent le catalogue de données sur la gestion de l'ensemble des données de production. Donc, avoir des gros datasets de production, il faut aussi les encadrer. Un gros avionneur se pose la question aujourd'hui, si je mets un catalogue de données, pourquoi je mettrais un catalogue de données? Parce que j'ai besoin d'un agrégat de données, mais de les anonymiser parce que j'ai différents sous-traitants, anonymiser la partie qui ne les regarde pas, mais leur donner cette vision complète de cet ensemble de données. Donc, le catalogue, aujourd'hui, je vous dis, les premiers marchés, on était très habitués, on parlait de Salesforce intégré, pouvoir suivre les tableaux BI, et aujourd'hui, on voit même l'IoT, les éléments industriels arriver. Ça, c'est un nouveau marché, on a mis un peu de temps à bien l'appréhender, à bien être mature pour pouvoir répondre, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et on commence à parler de finance, on commence à parler d'autres éléments pour éviter les doubles factures, pour éviter un certain nombre de choses. Le catalogue de données, là encore, apparaît. Donc, l'avantage, c'est qu'on est capable de servir l'ensemble de l'entreprise sur cette gestion de données. Excuse-moi, Christophe, d'avoir manqué. Non, c'est très bon, très bonne intervention. De rien. Alors, les questions qu'on a posées, ce n'était pas par hasard, parce que ce qu'on constate, c'est que bien souvent, effectivement, ça commence par la mise en place d'un catalogue.
La méthodologie, c'est typiquement la cartographie et ce qu'on appelle le lignage. Et cette partie-là, en fait, ça nécessite de la technologie parce qu'on ne peut pas le faire manuellement. Enfin, on pourrait, mais alors c'est quand même très compliqué. Donc, il faut de la technologie pour cartographier le plus possible, le plus automatiquement possible la donnée. Et ce n'est pas seulement une cartographie des sources, hein, c'est aussi une cartographie de la… Je parlais tout à l'heure de chaînes complexes pour le cas des objets du quotidien dans la supply chain, mais c'est un petit peu pareil pour la data supply chain finalement. Il y a une chaîne complexe aussi. Donc, il faut reconstituer, refabriquer la chaîne parce que l'une des premières questions qui arrive, et c'est souvent un driver du besoin pour le catalogue, c'est pas seulement je veux un inventaire de toutes mes datas, mais je veux aussi connaître la provenance, je veux savoir d'où elle vient et comme a dit Charles tout à l'heure, par quel process est-ce qu'elle est passée pour arriver à ce que je vois sur mon écran ou à ce que je consomme. Et effectivement, alors on peut avoir une démarche un petit peu boîte noire et se dire je me fie à un label ou un cahier des charges ou un label rouge ou un label bio. Hein, mais en fait, dans le monde de la data, on a vraiment envie de savoir par quel processus est-ce que la data est passée, par quelle règle elle a été transformée et quelle est sa provenance. On a tendance, pour revenir à la confiance, à faire plus confiance à certaines sources qu'à d'autres. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, ce qu'on colle en général sur cette cartographie, c'est le glossaire. Le glossaire métier, il permet de créer justement cette acculturation. Les Américains parlent de literacy sur la data, donc de connaissance de la taxonomie sémantique de la data. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, même sur un rapport Talent, pour tout vous dire, où j'ai vu un chiffre qui utilisait en fait un ancien acronyme et qui voulait dire autre chose que ce que je croyais. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en regardant un rapport, mais j'avais bien besoin du glossaire. Entre parenthèses, on utilise notre propre data catalogue chez Talend, hein. Il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, hein, l'étape d'après, c'est d'ouvrir au public, si j'ose dire, ces données. Donc, puisque c'est le but de ma chronique, entre guillemets, c'est de parler de démocratisation, et c'est d'aller au-delà de juste une espèce de cartographie comme on le ferait de façon systématique à l'IT, mais passer à comment est-ce qu'on peut partager ce travail aux consommateurs de la donnée qui sont encore une fois de plus en plus des professionnels en dehors de l'IT. Ça commence par les groupes de data et d'analytique, mais ça peut aller beaucoup plus loin à n'importe quel manager potentiellement qui voit un rapport et qui veut juste comprendre ce qu'il voit sur l'écran. Est-ce qu'il peut avoir confiance dans le chiffre pour pouvoir faire sa prochaine présentation à sa direction générale. Et donc, là, ouvrir au public, ça nécessite encore d'autres choses pour vraiment démocratiser cette data. Et c'est là qu'on arrive à cette gouvernance. Il y a des aspects confidentialité, sensibilité, où les données vont-elles se propager, qui va les consommer, qui a le droit de les consommer, peut-être pas tout, comment les gens vont avoir accès à cette data. Et là, on arrive vraiment dans la gouvernance, donc on arrive un peu plus au bout du chemin. Et c'est ce voyage-là qui se termine jamais, malheureusement. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais l'honnêteté m'oblige à vous dire que ça ne se termine jamais. Et ensuite, c'est un cycle où on a d'un côté les contributeurs du catalogue et de l'autre côté les consommateurs. Et cette collaboration, elle est absolument fondamentale. Donc voilà, c'est un peu ça les étapes qu'on a constatées chez nos clients et ceux qui ont le plus de succès sont des gens qui l'ont fait quand même de façon incrémentale. Je tenais à dire ça. Ils l'ont souvent fait domaine par domaine. Ils l'ont fait ensuite en ouvrant progressivement à différents types de populations. Cette démarche incrémentale, je pense, est nécessaire parce que le data catalog est une solution qui est difficile à mettre en place sous forme de Big Bang. Il y a du vrai change management, il y a beaucoup d'éducation à faire. Là encore, les clients qui ont eu le plus de succès, ils ont mis en place beaucoup d'éducation, beaucoup de training pour y arriver. J'aimerais bien vous dire qu'un outil comme celui de Talend, il suffit d'appuyer sur le bouton on et puis il va tout faire. Malheureusement, il faut être accompagné par des experts, avoir une méthodologie et le faire de façon incrémentale. Voilà, avec des gens comme Laurent, par exemple, ici présent, qui sait mettre en place ce type de solution. Dites-moi où j'en suis au niveau temps, parce que sinon, je peux continuer comme ça toute la nuit. Hein. Il faut l'arrêter, arrêtez-la. On va aller prendre une bière, tu peux continuer. Mais... Est-ce
Est-ce qu'on a des questions du coup, dans l'audience à distance aussi? N'hésitez pas à mettre soit dans le chat ou à lever la main. Vous avez la possibilité de parler. N'hésitez pas. Le chat il est ouvert. Ouais. Le chat est ouvert, exactement. Ouais. A priori, comme maintenant. Ouais, c'est parfait. On a des timides. Ouais. T'as endormi tout le monde, Christophe. Oh bah voilà. Ouais, Tout fait pour réveiller tout le monde. Puis, Ouais. c'est bien. Je vais aller boire un verre. Je vais aller prendre un verre d'eau. Et ben, on peut clôturer. Allons-y. En tout cas, merci à tous. À toutes et à tous d'être venus. On va passer à côté juste après. J'en parle que pour les gens présents ici. Comme je vous l'ai dit, par rapport aux éléments qu'on a vus de notre stratégie, aujourd'hui c'est assez clair pour ce où on veut aller. 4 grands milestones d'innovation. Je ne peux pas encore en parler parce qu'il faut que ça soit tout validé et puis Christophe est là, il me taperait dessus. Mais 28 mars, on renouvelle et là on présentera où nous en sommes et les 4 axes pour répondre à toutes ces évolutions marché. Donc on s'est bien organisé pour pouvoir le faire. Beaucoup de travaux ont été faits sur la plateforme en amont pour préparer cette accélération de nouvelles fonctions, donc, notamment sur souveraineté et différentes choses. Donc ça fait déjà 18 mois